Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver comme chaque matin sur le plateau de l'invité de la matinale. Dans le cadre de l'événement Afrique en capitale qui durant tout le mois d'avril célèbre la culture contemporaine africaine à Rabat, se tiendra ce jeudi à l'auditorium du musée Mohamed VI d'art contemporain un colloque sur les migrations, les diasporas et les mobilités en Afrique. L'objectif, proposer une réflexion sur les migrations en Afrique et sur leurs conséquences pour l'ensemble du continent. Pour nous parler de cet événement ce matin, nous recevons Mehdi Aliwa. Vous êtes le coordinateur scientifique de cet événement et vous êtes enseignant-chercheur à l'Université internationale de Rabat. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Alors, je le disais, cet événement, ce colloque donc, sur les mobilités africaines s'inscrit dans l'événement plus large, l'Afrique en capitale. Pourquoi est-ce que c'était important d'introduire une journée comme celle-là dans le cadre de cet événement dédié à la culture en Afrique ? C'est de faire une place aussi aux penseurs, aux concepts. D'ailleurs, c'est un événement un peu plus large qui a été voulu par le CNDH avec tout ensemble de partenaires comme l'Académie royale ou l'Agence marocaine de coopération internationale pour ramener des penseurs d'Afrique. Vous savez qu'on regarde de l'art, souvent ce sont aussi des concepts que l'on regarde, pas simplement des natures mortes. Et même si nous ne sommes pas des artistes, les chercheurs, on essaie de travailler les concepts et on s'est dit que les questions de mobilité intra- et extra-africaine permettent aujourd'hui de dire beaucoup de choses sur notre continent. Ce sont des grands enjeux. D'ailleurs, à ce propos, il ne faut pas oublier que le chef de l'État, Sa Majesté, s'est vu confier le dossier de l'immigration africaine à l'Union africaine. Voilà. Donc nous n'avons pas prétention à venir dire des choses, mais nous voulons, avec le public, d'ailleurs, on a appelé ce colloque Agora africaine. Ce ne sera pas simplement qu'un colloque académique où des chercheurs vont se succéder et faire leur speech les uns après les autres. Ce sera vraiment une interaction avec le public pour réfléchir ensemble sur des notions, sur des concepts, sur des choses que le public marocain n'a pas toujours conscience de ce qui se passe en Afrique. Alors justement, c'est important, il s'agit d'une agora, c'est ainsi que cela s'appelle. Alors à qui s'adresse cet événement du coup, puisqu'il est ouvert, il va instaurer une réflexion presque citoyenne pour le coup sur ce sujet ? En tout cas, avec une démarche artistique, puisque nous sommes dans le musée, donc ce sera l'occasion aussi pour les gens de visiter la superbe exposition. Pourquoi Agora et à qui s'adresse le public ? Ça s'adresse à tout le monde, à tous ceux qui pensent que l'avenir du Maroc se trouve en Afrique et à tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, dans un monde en mouvement, dans un monde qui bouge, parce qu'il y a des migrations de cadres, des migrations des gens qui vont se faire soigner ailleurs, des migrations d'étudiants, des migrations aussi de personnes qui fuient les guerres, etc. Mais que toutes ces mobilités, très différentes les unes des autres, participent à retravailler en profondeur les sociétés. Tous ceux qui pensent que les grands enjeux tels que ceux-là doivent être des enjeux discutés, réfléchis, sont les bienvenus. Alors, quelles sont les attentes de ce type d'événement ? En lisant la présentation, j'ai vu que vous proposiez, par exemple, une réflexion sur l'épistémologie, c'est-à-dire un travail sur les concepts. C'est important. Est-ce que cette question des migrations, elle est aujourd'hui monopolisée par un regard, on va dire, européen sur la question migratoire, d'où l'importance de ce travail épistémologique ? Complètement. Et on a toujours tendance à penser à la migration comme le pauvre avec son baluchon qui quitte de chez soi. Les gens migrent parce qu'ils sont pauvres, ils ne savent pas quoi faire. En fait, les chercheurs le savent bien, mais c'est difficile parce qu'on prêche un peu dans le désert, pour reprendre une expression française. On se rend compte que même quand on amène des données scientifiques qui montrent que ce ne sont pas les plus pauvres qui migrent, qu'il y a un lien entre développement et migration, plus un pays se développe, plus il y a de mobilité à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Pour autant, on continue à nous servir la même soupe. Non pas qu'il y ait des gens qui fuient les guerres, les conflits, ou la misère, ou la sécheresse, mais si vous regardez les images, par exemple, malheureusement en ce moment, dans la corne de l'Afrique, on voit ces famines terribles, on se rend compte que les gens ne bougent pas. Ils n'ont même pas la force de partir de là où ils sont. Les gens qui partent sont les gens en bonne santé, qui ont des projets personnels, qui ont des réseaux, ils connaissent des gens de l'autre côté de la frontière et ils amènent avec eux leur dynamisme. Et c'est ce regard-là positif que nous voulons montrer. Alors justement, je me permets du coup d'ouvrir une parenthèse. Il y a quelques mois, vous aviez publié une étude, c'était une des premières, voire la première du genre, sur le profil des migrants subsahariens, on ne va pas dire africains, puisque justement c'est une des questions du vocabulaire soulevé, au Maroc. Et justement, on découvre
comprendre que les profils de ces populations migrantes sont bien éloignés des stéréotypes qu'on peut en avoir. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette étude? Oui. Alors, ce n'est pas la première, c'est la deuxième. La MER m'en avait fait une en 2007-2008, mais elle était basée non pas sur un échantillon représentatif, mais ce qu'on appelle un échantillonnage à la louche, c'est-à-dire on prend le maximum de gens et on voit ce qu'on peut en tirer. Nous avons eu la chance, grâce à la campagne de régularisation, de baser notre échantillon de personnes qu'on va interroger, 1440 personnes tout de même, à partir de personnes qui ont demandé la régularisation. Et on s'est rendu compte que 91% des Africains subsahariens qui ont demandé la régularisation viennent de villes de plusieurs centaines de milliers d'habitants. C'est-à-dire que ce sont des urbains, pas forcément des urbains depuis de longues générations, mais des gens qui sont passés par la ville. On s'est rendu compte que la majorité avait choisi le Maroc comme pays de destination, 67%. Ce n'est pas des gens qui avaient décidé de passer au Maroc pour aller en Europe. On s'est rendu compte aussi que ce sont des gens, la cohorte, elle est plutôt autour des 25-34 ans. C'est-à-dire que la majorité ont entre 25 et 34 ans. Ça veut dire que ce ne sont pas les très jeunes qui partent parce qu'ils n'ont pas de projet, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ce sont des gens qui ont déjà fait une petite expérience, des études supérieures parfois même, et qui décident d'aller au Maroc pour visiter l'Afrique, pour améliorer leurs conditions. Et on se rend compte qu'ils apportent beaucoup de dynamisme dans notre pays. Est-ce que, pour lier à la question que je vous avais posée tout à l'heure sur le regard africain sur les migrations africaines, est-ce qu'aujourd'hui on dispose d'une expertise sud-sud pour analyser ces phénomènes? Non, insuffisamment. Insuffisamment d'abord pourquoi? Parce qu'on est complètement omnibulé, comme vous l'avez dit, par la question européenne et au-delà par l'idée que la migration soit sud-nord, sauf qu'aujourd'hui on a les données, on sait que les migrations sud-sud sont plus importantes que les migrations sud-nord. Et on sait même que si on rajoute le nord-sud, on le sait bien au Maroc, il y a beaucoup de Français, d'Espagnols qui s'installent, et c'est de la migration aussi, les pays du Sud deviennent des grands pays d'immigration. Pour la question africaine, vous savez, près de 7 Africains sur 10 migrants s'installent dans un pays africain. Donc on est de très loin dans une migration intra-africaine. Le Maroc a fait la demande officielle de rejoindre la CEDEAO, la communauté des États économiques des États d'Afrique de l'Ouest. Il y a une liberté de circulation. Même avant Schengen, il y avait une liberté de circulation pour ces 12 États membres. Et si le Maroc en devient membre, eh bien, il aura une liberté de circulation entre ses citoyens et les citoyens de ces États-là. Donc il est urgent de mettre en place tous les éléments permettant de comprendre les futurs mouvements de population et les conséquences sur les sociétés. Au Maroc, nous sommes quand même un pays d'Afrique et de la région en général, même du monde arabe, qui a suffisamment de compétences sur la question migratoire. Nous avons réussi, et c'est important de le signaler, d'avoir suffisamment de chercheurs, etc. Mais il y a encore de l'effort à faire au niveau du financement de la recherche dans ces domaines. Alors, on vient d'évoquer certaines des raisons migratoires, certains aussi. Les bassins migratoires et les zones où arrivent ces migrants, vous l'avez évoqué, très peu vont vers le nord, et puis il s'agit beaucoup d'une migration sud-sud. Quels sont les différents impacts dont il faut prendre compte pour les prévenir, peut-être, de ces migrations intra-africaines? Alors, je vais en prendre un positif et un négatif. Un négatif pour commencer, beaucoup de conflits en Afrique sont liés à ces mouvements migratoires. On va prendre le cas du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, enfin plus précisément du cas de la Côte d'Ivoire. La guerre civile qui a eu lieu en Côte d'Ivoire est beaucoup liée au fait qu'au lendemain des indépendances, il y a eu énormément de Burkinabés qui venaient avant ce qu'on appelait la Haute Volta, qui ont émigré en Côte d'Ivoire, et une fois de Boigny avait fait une politique qui les accueillait et disait « est ivoirien celui qui cultive la terre », une sorte de réforme agraire. À cette époque-là, ça avait fait une révolution verte, comme on l'appelait, et la Côte d'Ivoire avait quand même des indices de développement assez intéressants, sauf qu'il arrivait à un moment donné où la chute de cours de matières premières, tout un ensemble de problèmes, a fait qu'on n'a plus voulu de ces migrants, et on a commencé à inventer le concept d'ivoirité, en disant ces gens-là ne sont pas vraiment des Ivoiriens, il faut les chasser. Il y a une guerre civile. C'était pas simplement à partir de là, c'était pas seulement le nord et le sud. Donc il y a beaucoup de conflits qui sont liés au déplacement entre populations. Quelque chose de positif, c'est le lien d'interdépendance très fort en Afrique de l'Ouest et la culture qui circule et les innovations. On en parlera beaucoup, notamment même au niveau agraire. Il y a eu beaucoup d'innovations, de savoir-faire qui ont été transplantés d'une région à une autre grâce à ces mouvements de mobilité. Et il y a aussi beaucoup d'entreprises de transport. Les transports en fait fleurissent pour transporter les hommes et les marchandises en Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc on construit des routes et les infrastructures commencent à mieux pénétrer, si vous voulez, les zones reculées. Donc le développement, grâce à ces déplacements de population qui sont des clients qui améliorent, si vous voulez, le mode de vie
de leurs habitants. Alors, est-ce qu'il y a aussi une conséquence de ces migrations sur les structures familiales? Vous êtes sociologue, il y a beaucoup de déplacements de femmes seules, de jeunes seules. Alors, en quoi ces migrations bouleversent aussi les équilibres fondamentaux à la fois démographiques et des structures familiales en Afrique aujourd'hui? Et est-ce qu'on a les moyens de les penser, surtout? On a les moyens de les penser parce qu'on l'a fait avec le Maroc, on l'a fait aussi avec l'Afrique sahélienne, où on nous a vendu pendant longtemps l'idée que c'était la démographie galopante, que la polygamie allait entraîner tout un ensemble de problèmes. Sur le Maroc, on a dit la même chose. On s'est rendu compte que dans les villages, les douars marocains, ça a été étudié déjà il y a quelques décennies, et on retrouve presque l'équivalent dans l'Afrique sahélienne, c'est-à-dire le Mali par exemple, ou le Sénégal. Dans les villages où il y a de l'immigration internationale, les femmes calquent leur natalité de manière quasi identique à la natalité des pays où vont ces personnes-là. Pas simplement parce qu'il y a des transferts d'idées, ça joue beaucoup, mais parce qu'il y a des transferts de technologie. C'est-à-dire la pilule, pour le dire clairement, là où le planning familial des États a du mal à aller au plus profond, ce qui n'est plus le cas du Maroc, mais ça a été le cas à l'époque, mais les migrantes ramènent avec elles, dans leurs valises, pas seulement des idées, mais aussi les moyens de parvenir à ces idées. Deuxième élément, les hommes partant les premiers, les femmes deviennent des chefs de famille. Les hommes renvoient de l'argent à leur épouse, à leur mère, à leur sœur. Elles deviennent gestionnaires d'une famille parfois élargie même. Et de plus en plus élargie, à cheval sur plusieurs États. Elles font circuler un enfant qui rejoint le père ou un oncle. Et donc les femmes deviennent de plus en plus décisionnaires et puis elles ont les moyens financiers de le faire grâce à l'argent des euros envoyés d'Espagne ou d'ailleurs. Et donc ça change radicalement les rapports de genre, ça change radicalement la place des femmes et ça participe beaucoup plus profondément qu'on le croit au développement local. Alors, ça c'est pour le volet sociologique, voire socio-anthropologique. Sur le volet politique maintenant, est-ce qu'au niveau africain, il y a une politique interétatique réfléchie, peut-être mutuellement, enfin consensuelle en tous les cas, sur cette question des migrations, qui sont un véritable enjeu et qui risquent d'augmenter au vu des bouleversements climatiques, notamment dans les prochaines années? Alors, pas suffisamment. Il n'y a que la CEDEAO qui arrive à le faire, qui commande des rapports aux chercheurs, mais dans le reste de l'Afrique, finalement, très peu. Et alors au Maghreb, c'est assez triste de le dire, mais à part depuis qu'il y a des changements, de nouvelles politiques migratoires, on a eu très peu de données sur les migrations en Afrique ou sur les migrations marocaines dans les pays d'Afrique, etc. On a très peu de choses. On est resté focalisé sur Maroc ou Maghreb, Europe. Donc on n'a pas suffisamment de choses, donc on a du mal à anticiper, c'est-à-dire que les reconfigurations des mouvements migratoires, ceux des étudiants, ceux des cadres supérieurs, ceux des gens qui cherchent à se soigner ailleurs, ceux aussi des retraités. On a des retraités africains qui migrent à l'intérieur de l'Afrique par dizaines de milliers et bientôt peut-être par centaines de milliers ou millions. Et bien tout ça, ça va plus vite que ce que les politiques ou les décideurs politiques en ont conscience. On met en place. Dernière question, Mehdi Aliwa, il nous reste quelques secondes. Les informations pratiques concernant ce colloque qui se tiendra donc ce jeudi 11 avril. De quelle heure à quelle heure et où? Alors de 9h30 à 18h, 3 tables rondes qui se succèdent, une cérémonie d'ouverture avec monsieur le ministre délégué aux affaires étrangères sur les questions migratoires, monsieur le président du CNDH et tout ensemble de personnes qui feront donc la cérémonie d'ouverture. Au musée Puis Mohamed à l'auditorium, c'est au sous-sol, vous rentrez dans le musée gratuitement, vous allez directement à l'auditorium et j'invite les spectateurs à visiter ce musée qui est magnifique, 20 dirhams l'entrée, franchement ça vaut le coup de voir l'art africain en mouvement. Merci beaucoup Mehdi Aliwa. Vous êtes donc le coordinateur scientifique de cet événement dédié aux diasporas africaines et aux mobilités. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Je vous souhaite une excellente journée à tous.